Allô, allô, oui, salut Vincent. Messieurs, dames, nous allons redémarrer nos travaux et entamer la deuxième table ronde. Donc, Monsieur Mercier, prenez place où vous le souhaitez. 3 places sur le canapé de droite, 3 places sur le canapé de gauche. Waouh, c'est vachement décalé. Ah ouais, d'accord. On y va, messieurs, dames? Alors, bien. Alors, nous attaquons le deuxième temps de notre après-midi avec une table ronde qui, comme Mathieu Dangler et Véronique Fleury l'ont très bien introduit, font la transition sur justement les processus de recrutement et de formation. Et précisément, on a très longtemps une image donc, par rapport au process de recrutement avec donc d'un côté une offre, une demande, on qualifie un poste, etc. Et depuis une trentaine d'années, en fait, et ils vont nous en parler, s'est développée une méthode dite IOD. Alors j'ai offre-demande et le I, c'est à chaque fois c'est le I que j'oublie. Intervention sur les offres et les demandes, et d'où le titre de la table ronde, de passer d'une méthode de recrutement, ou dirait Laurent Duclos qui va nous conclure, de l'intermédiation, et juste pour transposer aujourd'hui à la médiation. Donc, Medicop France, dans l'approche d'innovation et d'ouverture que je vous ai expliqué au début, a souhaité justement lancer une expérimentation pour justement mettre en place la méthode IOD dans ces agences. Et c'est ce dont nous allons parler cet après-midi, dans cette deuxième partie, avec donc à ma gauche Benoît Piveteau, enfin tout à fait à l'extrémité, Benoît Piveteau, donc directeur des opérations Medicop France. Nous avons c'est Monsieur Bertocchi, n'est-ce pas? Pascal Bertocchi, DG de l'association Alteris, et qui résulte d'une fusion. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'évoquer ce point, si on aura le temps, mais le fait qu'il y ait une fusion d'associations peut aussi avoir un impact sur ces process-là. Puis donc à sa gauche, donc Olivier Fauchia, donc directeur général de l'organisation Transfert, qui met en place, propose et accompagne donc les entreprises organisations sur cette méthode IOD. Et nous avons en plein milieu le grand témoin qui conclura nos deux tables rondes, Laurent Duclos de la DGEFP, qui est économiste et sociologue du travail, chef de projet donc à la sous-direction des parcours d'accès à l'emploi et grand expert du sujet. Et tout à fait à ma droite, nous avons donc Jean-Emmanuel Mercier, donc directeur du pôle formation et conseil dans l'organisation Transfert. Marine, alors à chaque fois, parce que je confonds entre Manon et Marine, voilà. Et donc c'est Lavaille, voilà, Marine Lavaille, donc qui est responsable d'agence Medicop France Sud-Est. Et donc tout à fait à ma gauche, Assia Bouchek-Chouka, qui est donc chez Transfert, formatrice consultante et qui nous restituera sur les immersions. Donc Benoît Piveteau, on va commencer avec vous. Quel était le contexte de la commande et qu'est-ce qui vous a amené à solliciter donc Transfert pour expérimenter cette méthode IOD? Alors, en tant que directeur des opérations, la question du recrutement, elle est évidemment cruciale puisqu'il s'agit de répondre aux besoins de recrutement de nos coopérateurs. On vous a déjà dressé un panorama. Je vais essayer de l'étayer, l'enrichir davantage parce que pour répondre à cette question du recrutement, il faut bien déjà qu'on pose tous les facteurs qui participent en tout cas de cet enjeu. Le premier facteur, on en a déjà entendu parler,
Il y a déjà une pénurie aujourd'hui et qui risque dans les années prochaines de ne pas s'arranger. Je ne vais pas vous redire à chaque fois les mêmes statistiques, je pense que vous les avez entendues beaucoup, mais 50 000 postes vacants, 200 000 salariés qui vont partir à la retraite. Très clairement, la tension est déjà palpable et elle ne va pas s'arranger. Trouver des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des auxiliaires de puériculture ou des travailleurs sociaux, dotés des compétences nécessaires, c'est clairement pas évident, et qui en plus sont disposés à travailler dans le domaine, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Deuxième défi, on en a aussi entendu parler, il y a une compétition entre les secteurs, il y a une concurrence aujourd'hui, et le secteur médico-social fait face à ces rivalités, et c'est de plus en plus difficile d'attirer les meilleurs talents, compte tenu, par exemple, des différences de rémunération. On en a aussi entendu parler tout à l'heure. Et puis si on rajoute à ça un autre facteur qui est important pour les candidats aujourd'hui, c'est les conditions de travail. Et on le sait dans le médico-social, l'environnement de travail, les conditions de travail sont particulières. Autre défi, c'est le besoin de formation et de développement. Les professions médico-sociales exigent des compétences spécialisées, une formation approfondie. Recruter des candidats ayant déjà les compétences requises, c'est difficile. Investir dans la formation, c'est un autre enjeu. Et donc le développement du personnel existant, c'est coûteux et chronophage aussi pour les employeurs. Le quatrième facteur, c'est l'épuisement professionnel et le turnover élevé. On a eu quelques exemples tout à l'heure dans la première table ronde. Intégrer des intérimaires, c'est pas si simple. Lorsque déjà les salariés permanents sont épuisés, des différentes difficultés, des exigences qu'il peut y avoir, et puis du quotidien qui est très très engageant. Donc c'est même pas par mauvaise volonté parfois que l'intégration des intérimaires est difficile, c'est parce que leur quotidien déjà est très très engagé, que d'accueillir une personne nouvelle, et si on rajoute à ça le fait qu'il peut y avoir une démultiplication des intérimaires distincts, j'intègre quelqu'un et puis le lendemain il change. Pourquoi faire l'effort de continuer encore à intégrer alors que je sais que demain il va falloir que je recommence? Il y a un autre aspect qui est la représentativité aussi, c'est que les bénéficiaires des soins, ce sont des différences culturelles, des différences ethniques, et forcément le personnel de soins, il doit être d'une certaine façon aussi à l'image en termes de représentation de ses bénéficiaires. Du coup, forcément, la question de la solution ou des solutions qui vont se poser par rapport à tous ces défis, elles ne sont pas évidentes puisque c'est très clairement multifactoriel. Et de les prendre en compte tout ensemble, c'est pas si simple. Alors on sait quand même quelque chose, il y a quand même des prérequis, c'est que la question de l'attractivité, c'est la question de la marque employeur, c'est la question de la notoriété aussi des établissements. Et là, on le sait aujourd'hui, quel que soit l'employeur ou l'entreprise utilisatrice, elle a une nécessité aujourd'hui d'avoir une image qui soit exemplaire si elle veut attirer les candidats, déjà. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'image qui a été prise par l'intérimaire, les établissements Verdun, c'est significatif déjà. Ça signifie aussi qu'entre les intérimaires, ils s'en parlent de ça. Donc il y a des obligations en tant qu'employeur, des obligations en tant qu'entreprise utilisatrice à faire en sorte que cette capacité d'accueil, cette marque employeur, elle soit la plus exemplaire possible. De notre côté, côté Médico-France, ça fait longtemps déjà qu'on a engagé un certain nombre d'actions pour faire en sorte que cette marque employeur, cette capacité à pouvoir faciliter les parcours d'intégration de nos intérimaires, on l'a travaillé, mais malgré ça, ce n'est pas suffisant. On n'arrive pas encore suffisamment à recruter. Donc on s'est posé un certain nombre de questions et nécessairement, on est arrivé à cette réflexion, c'est qu'il fallait enrichir nos pratiques, il fallait ouvrir entre guillemets nos réflexions. Et ça passe par plusieurs aspects. Ça passe d'abord par une diversification, en tout cas, des profils qu'on va aller chercher, puisque, vous l'avez vu, mathématiquement aujourd'hui, il y a un certain nombre de postes qui sont déjà vacants. Il va y en avoir encore plus demain. Et malgré les canaux de sourcing classiques, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à répondre à tous les besoins. Donc il faut aller chercher de nouveaux intérimaires. Il y a quelque chose qui était très frustrant pour moi quand je suis arrivé. Mathieu Dingler en a parlé. On reçoit à peu près 200 000 visites sur notre site carrière. Donc on reçoit beaucoup de monde.
On reçoit aussi beaucoup de profils qui, en tout cas sur le papier, ont envie de rejoindre le médico-social, sauf que sur le papier, ben, ils ont une fonction ou ils ont eu des métiers qui ne sont pas en lien. Et c'est frustrant de se dire que parfois, ben, ces gens ont peut-être le niveau d'engagement qui serait suffisant, mais comme on ne sait pas les accompagner ou les évaluer, en tout cas pour le moment, ben, malheureusement, on les met un peu de côté. Alors que peut-être ils seraient une super ressource parce qu'ils ont cet état d'esprit de soins notamment et de rendre service auprès de l'usager. La rencontre avec Transfert, elle a été extrêmement importante, en tout cas pour moi, parce qu'elle a ouvert un certain nombre de réflexions très intéressantes et de ne pas penser finalement la question du recrutement uniquement sous l'angle de l'offre et de l'emploi, mais de réfléchir un peu plus loin. Finalement, il faut transformer en fait cet aspect-là. Un des aspects que je retiens, c'est transformer finalement une demande d'emploi émanant d'un individu en un projet professionnel concret et en capacité effective à occuper un emploi précis. Alors, pour donner un exemple de ça, en rencontrant un coopérateur, il me disait ses difficultés pendant de nombreuses années à recruter des éducateurs spécialisés. Alors, quand il dit qu'il avait des difficultés, c'est qu'il avait des gens qui venaient. Et puis dès le premier jour, ils repartaient parce qu'ils se rendaient compte que l'environnement de travail dans lequel ils allaient travailler ne leur correspondait pas. Alors la spécificité de cet établissement, c'est qu'il y avait une exploitation agricole, ils avaient aussi un restaurant. Et évidemment, pour un éducateur spécialisé, ce n'était pas forcément le quotidien qu'il espérait. Et c'était contre-productif, c'est-à-dire qu'ils avaient des candidats, mais finalement qui ne se retrouvaient pas dans le projet. Et la démarche, finalement, et je pense que ça correspond aussi un peu à la méthode IOD, de ce dit directeur d'établissement, très empirique, ça a été de dire, mais au fond, dans mes offres d'emploi, plutôt que de partir d'une fiche de poste, ce qu'il faut que je fasse, c'est donner une réalité concrète de ce que va être le quotidien demain de cet éducateur. Et bah, de façon empirique, ce qui s'est passé, c'est que mécaniquement, ils ont eu peut-être un peu moins de candidats. Par contre, les candidats qui se présentaient étaient des candidats vraiment intéressés par le projet. Et structurellement, ils ont eu beaucoup moins de difficultés après à recruter. Voilà. Donc, je trouve que toutes ces réflexions qui sont portées par la méthode IOD, qui est de se dire, ben voilà, il faut sortir un petit peu de la démarche un peu classique de l'offre, de la fiche de poste, mais aller un peu plus loin dans la réflexion et de préciser davantage la question de l'environnement de travail, qu'est-ce qu'on va pouvoir projeter en termes de mission ou de tâches. C'est intéressant parce que ça permet aussi une autre dimension qui est extrêmement importante pour nous, c'est la notion de l'engagement. Parce qu'au bout du compte, ce qui fera la différence, et je l'entendais aussi dans la table ronde précédente, c'est que la notion du soin, la notion de, c'est pas une notion neutre. J'ai tendance même à penser que c'est une notion, c'est un engagement vocationnel, c'est un environnement de travail particulier. Ben, au bout du compte, ce qui fera la différence, en dehors de la question des compétences, ça va être cette notion d'engagement. Et la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette table ronde et continuer ces échanges, c'est que, au fond, si j'ai bien compris, un des aspects positifs de la question de la méthode transfert, c'est justement, au bout du compte, de s'assurer de l'engagement de ces candidats pour faire en sorte de s'intégrer dans un emploi. Une dernière chose aussi que je trouve importante, c'est que aujourd'hui, on répond à des besoins de recrutement, mais on ne parle pas assez à nos coopérateurs. Et pour nous, c'est important, cette notion de la coopérative. Je pense que vous l'avez entendu dans la première table ronde, il y a une grande proximité entre nous et les intérimaires et parfois avec les coopérateurs. Mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. On a entendu que parfois nos intérimaires avaient des déficits sur la qualité d'accueil, mais on peut peut-être aller encore un peu plus loin au travers de réflexions. Et là encore, je pense que la méthode transfert nous aidera à poser le cadre de ces réflexions pour rendre encore plus concrètes ces valeurs de la coopérative et au bout du compte, répondre aux problèmes de recrutement. Et alors, Benoît, comment avez-vous entendu parler tout simplement de transfert, puisque effectivement, ça fait 30 ans qu'ils existent, mais finalement, vous ne le saviez peut-être pas avant quelques mois? Alors, non, je ne les connaissais pas. C'est né d'un certain nombre de réflexions et d'intermédiaires très importants. C'est né d'abord d'une réflexion dans mes expériences précédentes. On avait, par extension, été chercher des populations qui étaient éloignées de l'emploi pour faire en sorte de répondre à des besoins de métiers pénuriques. Donc c'était une expérience que je connaissais déjà, alors sur des marchés très volumiques, hein, mais ça fonctionnait très bien parce que sur ces populations de personnes éloignées de l'emploi,
ben, on retrouvait cette notion d'engagement et finalement on traitait de la question de la compétence après. Et donc tout le pari que vous faites là, hein, c'est de voir si effectivement ce qui a fonctionné sur les personnes éloignées de l'emploi peut fonctionner dans votre contexte. Alors oui et non, parce que notre cible, elle n'est pas forcément sur aller chercher des gens éloignés de Non, mais l'emploi. tout à fait, justement. C'est s'inspirer des méthodes finalement qui sont liées à l'insertion professionnelle pour faire en sorte justement d'améliorer notre accompagnement des candidats qu'on peut avoir aujourd'hui et qu'on ne sait pas accompagner, d'interroger nos coopérateurs sur un certain nombre de sujets qu'ils n'interrogent peut-être pas aujourd'hui. Je peux vous donner en état des réflexions qu'on peut avoir avec certains coopérateurs, comme On par en exemple, reparlera plus. Oui, oui. voilà. Voilà. Et donc, qui Et- nous a mis en relation, pour répondre à la question, Véronique Fleury, notre présidente, et puis aussi Monsieur Duclos, qui a participé l'année dernière à notre Super. précédente Assemblée Générale. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Pifto. Eh bien, Olivier Fauchia, maintenant, il vous appartient de nous présenter Transfert et la méthode IOD. En fait, qui êtes-vous et que propose, et voilà, un peu la genèse et comment vous faites. Voilà. Ok. Alors, peut-être en préambule, juste un petit message personnel, parce que comme vous le constatez, je ne suis pas sur les vignettes, puisqu'il y a peu de temps, j'étais malade et a priori avec peu de probabilité de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. Donc, je remercie chaleureusement le secteur médico-social pour la qualité de sa prise en charge, grâce auquel j'ai pu vous rejoindre. Voilà. Bravo. Donc, alors, Transfert, donc juste pour resituer, Transfert est une association qui a été créée pour essaimer une expérience de terrain bordelaise initiée dans les années 80, et une association qui s'est créée à l'initiative, c'est assez important dans la philosophie et dans notre objet social, à l'initiative d'un collectif de chercheurs, de chefs d'entreprise et de travailleurs sociaux, donc un mélange assez baroque, avec un objet social au départ et qui reste toujours le même, de pouvoir lutter le plus efficacement contre l'exclusion professionnelle, et avec un regard et une analyse sur les causes de l'exclusion qui, tout compte fait, interroge moins les questions d'équipement des chômeurs, de formation des chômeurs, et qui se questionnait sur une situation paradoxale et persistante, d'un côté du chômage de masse, donc a priori de la main-d'œuvre disponible, et du même côté des difficultés de recrutement qui, même lorsqu'il y avait pléthore de main-d'œuvre, entre guillemets, préexistaient. Et notre analyse, depuis toujours, a consisté à privilégier, je dirais, une recherche de solutions plutôt du côté des comportements de recrutement et d'intégration des entreprises, qui nous semblait être la voie la moins explorée et certainement la plus efficace pour réduire ces tensions sur le marché du travail et ce chômage d'exclusion. Donc on s'est retrouvé effectivement mis en relation. Il y a déjà eu une forme de médiation, comme ça a été expliqué tout à l'heure, dans la rencontre entre Medicop et Transfert. Et puis je crois qu'on s'est très rapidement rencontrés et reconnus sur des constats partagés. Des constats partagés que je formulerai plutôt autour de 3 questions principales. La première question, elle a été assez clairement évoquée par Benoît. On pourrait la formuler comme ça. Quand on est employeur, est-ce qu'on est toujours en capacité de donner à voir ses besoins de recrutement pour permettre à des candidats, en retour, de s'y projeter, de s'y voir ou pas? L'exemple de l'éducateur qui découvrait un milieu agricole, par ailleurs, est tout à fait éloquent. Nous avons, dans le champ du recrutement, une très mauvaise habitude en France, c'est de résumer nos besoins sous l'angle de quelques éléments génériques, un intitulé de poste, associé généralement à quelques critères de profil. Il faut avoir tel diplôme, telle expérience. Et puis je mets au défi tout un chacun dans cette salle, lorsque vous avez une offre d'emploi ainsi rédigée sous les yeux, de vous projeter sur ce qui vous attend demain si vous candidatez à cette offre. Ça ne vous dit rien. Donc aujourd'hui, les candidats à l'emploi candidatent à vue à partir de signalements dans lesquels au travers desquels ils se reconnaissent ou pas. Et ça, ce n'est pas le moindre des problèmes, parce que ça signifie que la réalité de travail, on la découvre en réalité quand on commence à travailler. Et ça peut expliquer, effectivement, ça peut être un premier facteur d'explication d'un turnover initial, parfois coûteux et parfois récurrent, lié à un décalage entre ce qu'on avait projeté, trouvé dans la situation de travail, et ce qu'on trouve effectivement. La deuxième question, au travers de laquelle nous sommes vraisemblablement reconnus, elle s'adresse aussi aux employeurs. Et je la formulerai ainsi: sommes-nous toujours, comme nous recrutons, en capacité de déceler des signes de compétence?
Nous avons, là aussi, dans le champ du recrutement en France, et particulièrement en France, des normes de jugement très axées sur le diplôme, très axées sur l'expérience, mais qui ne nous disent pas grand-chose sur l'appétence des candidats et leur réelle compétence à occuper le poste. Et puis je rappellerai aussi que la compétence, c'est quelque chose qu'on développe en situation, dans l'interaction avec les autres. Et pour vous citer mon exemple personnel, j'ai fait de bonnes études, de longues études. Et quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'étais la dernière des quiches. Je n'avais que des connaissances et absolument pas de compétences. La troisième question sur laquelle je pense le débat a été largement initié, le recrutement, le choix du candidat, la décision d'embauche, j'ai envie de dire que c'est 20% du processus de recrutement. Ce qui se joue réellement pour la réussite d'une embauche, ça se joue une fois la porte de l'entreprise franchie. Et là aussi, tout à l'heure, on a entendu des témoignages qui sont très éclairants. Le fait de se sentir accueilli, appelé par son prénom, tout simplement. Le fait d'avoir une situation de travail qui soit un peu réfléchie en amont, pour pouvoir réunir quelques conditions d'accueil, d'intégration, de formation, adaptation en poste, c'est rarement préparé. La prise de fonction est bien davantage investie comme une situation de mise à l'épreuve qu'une situation d'intégration. Et là, il y a des efforts à faire. Alors j'ai été très attentif à tout ce qui s'est dit et puis je me suis noté deux petites remarques complémentaires puisque le thème central aussi de cette journée, c'est la coopération. Alors je me suis aussi posé deux questions. Faut-il aller dans le champ de l'intérim? On est vraiment dans l'urgence. Donc, faut-il aller vite au risque de coopération fragile ou faut-il prendre un peu plus de temps au profit de coopération durable? C'est ce que je vous invite à interroger. Et puis j'ai compris aussi quelque chose tout à l'heure, c'est que forcément l'intervention de Medicop, elle se joue dans un jeu tripartite avec d'un côté le coopérateur, l'agence Medicop et l'intérimaire. Mais il me semble que ce jeu tripartite, il doit aller bien au-delà et j'ai envie de parler de coopération multiple parce qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui se joue dans la coopération entre coopérateurs sur une forme de qualification, je dirais, collective sur toutes ces questions-là. Voilà. Et je m'arrêterai là pour l'instant. Oui, alors quand même, vous avez été un peu modeste parce que resituer quand même un peu transfert. J'ai été regarder votre site internet, vous partez pas de rien. Hein, vous avez quand même 7000 demandeurs d'emploi entrés, dont 59% bénéficiaires du RSA. Vous avez donc 7000 entreprises du secteur marchand qui vous ont confié une offre d'emploi. 8300 mises en relation, 4800 contrats démarrés, donc vous avez quand même un certain background et un certain acquis, on va dire. Ça. Et alors justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez, par rapport à cette approche qualitative que vous avez développée, travaillez-vous avec des très grandes structures qui effectivement reçoivent des dizaines de CV et qui sont précisément sur cette approche quantitative restreinte et où on sait très très bien qu'ils reçoivent des tonnes de CV puis qu'ils ne répondent pas, etc. Alors est-ce que vous travaillez aussi pour des très grandes structures? Alors, on travaille à la fois et de manière assez large avec des entreprises de configuration TPE-PME où la fonction employeur est assez peu structurée. Et on travaille également avec des grandes structures. Et dans les grandes structures, je vais vous répondre comme ça. Le but du jeu, c'est d'éviter coûte que coûte les services RH et de tricoter des coopérations avec plutôt les services de production et de descendre au niveau des unités de production. Pourquoi ? Parce que le rôle d'un service RH, bien souvent, c'est d'inscrire dans le fonctionnement de l'entreprise des process assez normatifs et d'encourager tout à chacun à les suivre. Mais quand on descend au niveau des ateliers, ces process, ils ont assez peu de valeur. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler avec des services de production qui, justement, sont beaucoup plus en capacité que les services RH d'appréhender la réalité du travail et de ses contraintes pour nouer des coopérations efficaces. Le service RH, dans un grand groupe, il est beaucoup trop éloigné du terrain. Dans un grand groupe, il est composé d'une multitude d'unités, d'une multitude de services qui, pour chacun, ont leurs caractéristiques, ont leurs habitudes de fonctionnement, ont des collectifs de travail spécifiques. Et c'est toute cette singularité-là qu'il nous appartient d'aborder pour pouvoir faire ce travail efficace de médiation.
Super. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et donc, du coup, une fois qu'on a ce portrait brossé à la fois des contextes et des besoins auxquels Medico France est confronté et de votre organisation, on va passer maintenant à une dimension un peu plus opérationnelle. Donc, ben, je me tourne vers donc Marine Lavaille. Hein, donc, vous dirigez l'agence Medicop Sud-Est. Et donc, les premiers terrains d'expérimentation de cette méthode IOD, c'est chez vous que vous avez mis ça en place. Donc, racontez-nous un peu ben voilà, comment ça se passe, sachant que je crois que ça a démarré en septembre et c'est jusqu'en février, c'est ça ou... Enfin, Alors, ça a démarré en début février, plutôt. Ah, pardon, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Et je me permets juste de souligner que l'observation des pratiques a également été faite sur l'agence d'Angoulême avec la responsable d'agence Céline Audouin et son équipe. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, Marine Lavaille, je suis responsable d'agence multisite des agences d'Aubenas, Grenoble et Valence, où du coup, on a eu la chance de pouvoir accueillir Asia de transfert. Donc, concernant l'agence de Valence, elle se compose d'une équipe de 4 chargés de recrutement, qui sont Camille, Laura, Alison et Alexandre. Nous comptons une quarantaine d'établissements à notre actif avec une quinzaine d'associations, qui comprend donc 50% d'établissements du handicap, 20% d'établissements de la protection de l'enfance et 30% d'établissements de la personne âgée. À ce jour, nous mettons à disposition environ 170 salariés intérimaires tous les mois sur nos établissements coopérateurs et nous avons à peu près 70% de demandes en délégation et 30% de demandes en gestion. Donc, nous avons accueilli Asia au sein de l'agence de Valence durant 2 jours afin d'observer nos pratiques, nos missions du quotidien ainsi que notre organisation de travail par des interactions interindividuelles, en groupe et même en équipe une fois Asia partie. Donc, il faut savoir que c'est une grande première au sein de l'agence de Valence qu'une personne extérieure vienne vraiment analyser et observer un petit peu nos missions du quotidien. Et pour être très transparente, ça a été vraiment très intéressant, très enrichissant. Et ça nous a permis de revoir nos process, nos automatismes et prendre du recul sur certains points, certaines pratiques à éventuellement approfondir ou améliorer. Et je remercie. Merci beaucoup, Marine. Asia. Voilà, et donc du coup, je crois que j'ai compris en échangeant un petit peu avec vous que vous avez réussi à constituer un binôme. Et donc, Asia, ben, je vous laisse prendre le relais. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai été accueillie à l'agence de Valence en fin février pour 2 journées, et ainsi que ma collègue qui a été à Angoulême aussi en début mars. L'objectif de ce temps était de comprendre, si on a envie de proposer et de partir sur un partenariat qui puisse être le plus ajusté possible, c'est qu'on puisse comprendre votre environnement qui est plutôt différent de ce qu'on a l'habitude de faire, nous, qui sommes plutôt axés vraiment sur l'emploi durable, etc. Donc, je remercie l'équipe pour son accueil et pour la qualité de ces échanges. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, parce qu'en plus de tout ce que vous aviez à gérer, vous répondiez à mes questions, m'expliquiez le contexte, etc. L'idée, c'était donc d'échanger avec les personnes quand c'était possible. Donc, on m'expliquait le contexte. J'ai pu écouter des échanges téléphoniques, donc avec des coopérateurs qui exprimaient des besoins ou autres, mais également avec des candidats. J'ai pu également donc questionner l'équipe sur leur contexte d'intervention, le type d'échange qu'ils ont avec les coopérateurs, parce que c'est des pratiques qui sont quotidiennes, des échanges quotidiens. Et puis on a aussi échangé pas mal sur l'organisation de travail, la répartition. Enfin, vraiment, on a essayé de ratisser large pour pouvoir comprendre encore une fois. Là, pour vous faire un retour sur ce qu'on a pu ce qu'on a à vous partager, on vous fera des retours en fait par 3 volets. On va parler volet candidat, volet salariés intérimaires et puis coopérateurs. Et à chaque fois, l'idée c'est de s'intéresser aux interactions. Marine, de son côté, va dire un petit peu comment ça se passe. Et puis moi, je vous partagerai à chaque fois mon rapport d'étonnement ou mes constats. Merci, Asia. Vous, Marine. Donc, en ce qui concerne tout d'abord le volet candidat,
ils ont la possibilité de pouvoir postuler à nos offres d'emploi à travers différents canaux, que ce soit les job boards, le site internet Medicop France, la page Facebook, la page LinkedIn, les forums de l'emploi, les job dating auxquels nous participons, mais aussi le bouche à oreille. Car en effet, nous avons de plus en plus de candidats qui se présentent à nous, ayant entendu tout simplement parler de Medicop France, que ce soit au travers de salariés intérimaires ou même établissements coopérateurs. En ce qui concerne le traitement des candidatures, la sélection se fait par le diplôme. Alors, à la demande quand même de la majorité de nos coopérateurs à l'heure d'aujourd'hui, donc que ce soit des candidats aides-soignants, infirmiers, moniteurs éducateurs, etc. La sélection se fait aussi par l'expérience, le savoir-être, le secteur géographique et la mobilité des candidats. Et enfin, les entretiens de recrutement peuvent être effectués en présentiel ou bien en distanciel. Effectivement, donc le premier tri qui se fait sur les candidatures, donc moi j'ai vu un petit peu la plateforme, vos outils qui sont multiples et intéressants, c'était donc le filtre du diplôme, de l'expérience et également du territoire. Le territoire qui a tout son sens, effectivement, l'idée c'est d'être dans la proximité et pour une qualité de vie, tout simplement, pour les salariés. En ce qui est du diplôme et de l'expérience, c'est vrai que majoritairement, on est dans la logique du rapprochement profil-poste, où on regarde donc les compétences, le passif de la personne pour se dire, OK, est-ce qu'on appelle ou pas, est-ce que du coup on propose ou pas, etc. Ça, c'est dans la généralité des choses, mais j'ai pu aussi, j'ai été surprise par un échange que j'ai eu avec un chargé de recrutement qui me disait qui me racontait avoir orienté donc une personne, quelqu'un qui était paysagiste, vers un établissement parce que il a exprimé son intérêt et par rapport à ce poste-là, il n'y avait pas de nécessité de diplôme, donc il y a eu cet esprit d'ouverture et se dire OK, on teste. Ça n'a effectivement pas continué, mais l'idée d'oser est très intéressante. Et puis du coup, là, la réflexion qu'on peut avoir, c'est sur qu'est-ce qu'on peut verrouiller, qu'est-ce qui peut être travaillé en amont, peut-être du côté du coopérateur, sur quoi on peut s'accorder pour éventuellement s'intéresser à toutes ces candidatures-là qui peuvent arriver de personnes qui seraient intéressées pour rejoindre l'aventure médico-sociale et pouvoir du coup les traiter et puis voir si on peut faire quelque chose ensemble, tout simplement. Sur les conditions d'entretien, j'ai pu constater que c'était principalement du distanciel, donc c'était beaucoup de téléphone. Après, on voyait aussi le rythme, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'appels entrants, principalement de coopérateurs. Donc, les moments où il y a eu des échanges avec des candidats pour faire connaissance et voir ce qu'on peut leur proposer, c'était effectivement téléphonique. Et puis, ce que j'ai pu observer également, c'est que les échanges pendant les premières minutes, les 10, voire plus premières minutes, ça portait vraiment sur des éléments RH concernant Medicop France, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et puis moi, je me dis, je ne sais pas si on a encore des salariés dans la pièce, je me dis, moi, je candidate à une offre que je vois sur le site Medicop France. On m'appelle, c'est peut-être pas ce qui m'intéresse en premier, de savoir tous ces éléments-là, mais plutôt de me dire, OK, j'ai postulé à ça, mais en quoi ça consiste le travail ? Et puis si ça m'intéresse, on ira plus loin, etc. Donc voilà, il y a eu, après, c'est des choses qu'on avait partagées à la dernière demi-journée. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été testées avant, avec plus de détails. On se dit, on a l'impression qu'on regarde pas trop, on lit pas tout. Enfin, voilà, mais on a vraiment échangé là-dessus. Et puis ouais, donc l'idée de partir plutôt sur des appétences du potentiel et puis évidemment quand c'est possible. Quand on parle d'un poste où le diplôme est obligatoire, c'est comme ça. Mais on a aussi beaucoup de besoins sur des postes où ce n'est pas nécessaire et l'idée c'est de pouvoir être dans une ouverture qui permettrait d'être dans une logique plus inclusive pour voir s'il était possible d'engager des personnes nouvelles au secteur. Tout à fait. Donc pour passer au second volet, donc en effet, une fois que le candidat intègre la coopérative et qu'il est mis à disposition au sein de nos établissements coopérateurs, il devient donc salarié intérimaire.
En ce qui concerne nos salariés intérimaires, je pense que vous l'avez compris aussi lors de la précédente table ronde, on a une vraie relation de confiance, de proximité. On est vraiment en lien tout au long de la journée avec nos salariés intérimaires. Le but, c'est vraiment de les accompagner au mieux, que ce soit en agence directement, par mail, par téléphone, pour le suivi de leur mission, le point sur leur planning, leur proposer de nouvelles missions. Être à leur écoute et répondre à toutes leurs interrogations. Bon, je reconnais que Asia n'a pas forcément pu observer, ou du moins peu observer le volet intérimaire, tout simplement parce qu'avec l'équipe de l'agence de Valence, on a fait le choix, on avait beaucoup d'entretiens sur les 2 jours où Asia est venue observer nos pratiques. Et voilà, elle a plutôt observé le volet candidat et coopérateur. En tout cas, nous, une chose est sûre au niveau des agences Medicop France, c'est que toutes ces actions nous permettent vraiment la fidélisation de nos salariés intérimaires et de notre vivier. Il faut savoir que sur l'agence de Valence, on a des salariés intérimaires qui travaillent avec nous depuis 2017, depuis l'ouverture de l'agence. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. En tous les cas, une fois que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'Asia est partie, on s'est posé autour de la table avec l'équipe de l'agence de Valence et on s'est questionné aussi. Et en effet, on s'est dit comment on pourrait renforcer encore plus cette proximité avec nos salariés intérimaires. Voilà, comment est-ce qu'on peut dépasser vraiment cet aspect planning, point sur les heures, le suivi des missions. Voilà, comment est-ce qu'on peut dépasser cet aspect-là? Et on se disait que le dépassement de cet aspect va passer justement avec ce volet-là qui a travaillé côté coopérateur. Donc sur nos annonces, l'idée c'est de se rapprocher peut-être un petit peu plus des coopérateurs, se déplacer, voir en quoi ça consiste, rencontrer l'équipe. Du coup, quand on reçoit un candidat, qu'on puisse vraiment être concret sur la description, mais en tout cas au mieux réduire l'écart entre ce qui est prescrit et la situation réelle de travail, et qu'on puisse en fait imaginer dans la continuité un plan d'intégration, verrouiller ne serait-ce l'organisation du premier jour de travail, qui est super important, surtout quand il s'agit d'un intérimaire qui ne vous connaissez pas, qui arrive. Si son premier jour, on se dit, voilà, il arrive et puis en fait, il ne sait pas qu'il y a une... En fait, c'est tout bête, c'est des questions vraiment très pratico-pratiques. Il arrive devant, mais en fait, il y a une porte derrière, il ne savait pas, on pense qu'il est arrivé trois quarts d'heure plus tard. Mais vraiment, il y a des situations... pour ma part, qui était également sur le terrain, j'étais consultante, j'accompagnais entreprises et demandeurs d'emploi. Souvent, il y a le nombre de situations qui sont rattrapables simplement en évitant des non-dits et juste en partageant, en se disant tu seras accueilli par un tel, la première journée tu seras en binôme avec un tel, sur la première semaine il va se passer ça, on attend de toi plutôt ça sera dans un deuxième temps, etc. C'est vraiment le partage d'informations. Et après, ça peut passer aussi par d'autres choses, le libre choix, l'idée de co-construire avec la personne, même si elle postule sur une offre précise, appeler et dire tiens, vous avez postulé pour ça, mais vous dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse, et puis vraiment partir un petit peu des candidats pour voir si c'est pas là, est-ce que ça serait à un autre endroit. Je sais qu'il y a beaucoup de pratiques qui se font déjà, il y a de belles pratiques qui se font, et je pense que l'idée c'est de plus identifier des situations où on peut faire ce travail justement de qualité, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sollicitations encore une fois, donc il y a ce truc quantitatif vraiment dans l'urgence, mais aussi peut-être des situations qu'on peut plus anticiper et prendre le temps de réfléchir, d'y aller, de construire quelque chose, et dans l'idée toujours d'engager les différents interlocuteurs et aussi de favoriser leur engagement et de les fidéliser au mieux, parce que finalement, même si la situation elle se pérennise pas entre un coopérateur et un intérimaire, derrière on va améliorer les choses côté coopérateur, on sait qu'est-ce qui a pêché, donc qu'est-ce qu'on peut modifier à ce niveau-là. Et puis pareil, du côté de l'intérimaire, s'il ne reste pas dans cet établissement, on va lui proposer autre chose, on va capitaliser sur l'expérience et on ne va pas vivre la situation comme un échec. Merci. Donc, Marine, oui. On va passer du coup au dernier volet, qui est le volet du coup coopérateur. En ce qui concerne nos coopérateurs, nous les accompagnons dès leur intégration au sein de la coopérative Medicop France, que ce soit au niveau des process, de nos outils, mais surtout la prise en compte de leurs besoins de personnel.
Donc, pour cela, nous échangeons très régulièrement avec nos coopérateurs. Pour certains, c'est même tous les jours. Pour faire le point sur leurs besoins en recrutement, sur les plannings, les demandes pourvues, les demandes non pourvues, et également le point sur les nouveaux salariés positionnés. On propose aussi très régulièrement de nouveaux candidats, que ce soit des candidats diplômés ou non diplômés avec un savoir-être et de l'expérience à nos coopérateurs. Et on est également très attaché à rencontrer nos coopérateurs au minimum 2 fois par an. Tout simplement parce que ça permet de se poser et de se dire ce qui a bien fonctionné et les axes d'amélioration à éventuellement revoir, et surtout faire le point sur les recrutements. Là, notamment, on se rapproche de la période estivale. Donc, on essaye, du moins sur les fortes périodes comme ça, d'être aussi dans l'anticipation et faire ce point-là. Je confirme, donc je l'ai déjà dit, les échanges étaient vraiment réguliers avec les coopérateurs. Et ce qui était intéressant à observer, c'est les différences en fait de chaque chargé de recrutement à ses relations en fait avec son coopérateur. Il y en a qui échangent plutôt par téléphone, d'autres qui sont plus mail, un peu plus formels. On voit vraiment qu'il y a des collaborations qui sont engagées depuis longtemps. Et encore une fois, je reviens sur la notion du rythme d'agence. En fait, il y avait une super ambiance dans l'agence. Ça échangeait, ça se racontait les anecdotes, et la masse d'informations qui passe justement par ces tons-là informels est juste énorme. Donc, c'est chouette que ça se passe comme ça. Et j'ai été frappée par, du coup, la dernière demi-journée, on était autour de la table. Le téléphone sonnait toutes les 3 minutes. Il fallait y aller, répondre et tout ça. Et c'est vrai que pour moi, qui suis de l'extérieur, ça a été assez surprenant. Tout à fait. Donc, étant dans le secteur du médico-social, sanitaire et social, l'urgence fait vraiment partie de notre quotidien. On répond en partie à des demandes de remplacement, d'arrêt maladie ou d'accident de travail. C'est des demandes qui ne peuvent donc pas être anticipées et du coup qui créent un rythme très soutenu au sein des agences. Mais conjointement, l'anticipation par nos coopérateurs des demandes de remplacement, que ce soit pour congés ou postes vacants, modifie nos pratiques et de fait le rythme. Donc c'est peut-être là-dessus où il faut peut-être avoir une réflexion sur les demandes qui peuvent être anticipées en tous les cas. Tout à fait. L'idée, c'est de tendre vers plutôt un accompagnement RH plus global, être dans l'échange avec les coopérateurs. Et en fait, tout est lié. Si on a envie d'améliorer l'engagement, capter plus de gens, etc., les fidéliser, ça passe par ce qu'on peut faire avec les coopérateurs et inversement. Finalement, la notion de médiation prend tout son sens, parce que même si Medicop est employeur officiel du salarié intérimaire, mais c'est pas son lieu de travail non plus, donc il y a tout cet aspect-là à prendre en compte. Voilà, donc dans quelques instants, on reviendra sur une proposition d'accompagnement qui se fera donc dans les semaines, dans les mois à venir. Et l'idée, c'est de travailler sur l'ouverture volet sourcing, sur le rapport aux coopérateurs, l'idée d'être un peu peut-être plus dans la co-construction. Je vais quand même raconter une petite anecdote. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup surprise aussi. Je sais qu'il y a des coopérateurs ici et aussi des agents de recrutement. C'était super intéressant de voir ça et de se dire, en fait, des petites choses peuvent faire bouger pas mal, de nous faire gagner du temps et en efficacité, mais peut-être qu'on ne pense pas forcément à le faire ou à le formaliser. C'est le fait qu'il y a un besoin qui est exprimé aujourd'hui, on est jeudi, pour le jeudi prochain. Ok, l'équipe, elle est super réactive. Donc tout de suite, on commence à appeler. Donc on appelle les gens qu'on connaît. Si personne n'est disponible, on ouvre un petit peu plus, etc. Et donc derrière, avec certains coopérateurs, il y a une validation qui se fait. Donc il faut que le coopérateur appelle la personne pour lui dire ok, donc on est bien d'accord. Donc jeudi matin, etc. Sauf que du coup, d'un côté, on a les agents, les chargés de recrutement qui sont super réactifs et qui ont la personne. Sauf que du coup, vendredi soir, on est OK. Lundi, on attend l'appel, il n'y a pas. Mardi non plus. Mercredi non plus. Et puis jeudi, mince, on a zappé d'appeler la personne. Et puis tout le monde repart à zéro. Donc cette idée-là de peut-être structurer un petit peu plus ces temps-là bisannuels, peut-être aller voir plus les coopérateurs, peut-être réfléchir ensemble. J'ai cru comprendre tout à l'heure que le coût financier n'était pas très élevé. On peut peut-être demander un coût en termes de temps, mais c'est quelque chose qui va profiter à tout le monde.
Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Assia. Et donc vous avez un peu fait la transition avec l'intervention de Jean-Emmanuel Mercier. Vous dirigez le pôle formation et conseil à Transfert. Alors formation et professionnalisation, on en a très peu parlé jusqu'à présent, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir nous en parler, mais en tout cas vous allez aussi nous indiquer un peu comment peut se matérialiser cette proposition d'accompagnement en restitution de cette immersion que nous venons d'écouter. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, je dirige le pôle formation conseil de transfert. Alors, pour resituer rapidement nos activités, hein, comme l'a indiqué Olivier Fauchia, nous, notre spécialité, c'est la médiation à l'emploi pour les publics qui sont dits très éloignés de l'emploi. Et pour cela, on a des relations avec des structures associatives ou coopératives d'ailleurs, qui utilisent la méthode IOD pour mettre en place des équipes de médiation à l'emploi un peu partout en France et en Belgique. Et donc le boulot du pôle formation conseil, c'est de former ces équipes de médiation à l'emploi à la méthode IOD. Donc formation, parce qu'effectivement, il y a une activité de formation. Nous sommes un organisme de formation avec une certification Calliope, comme c'est obligatoire. Et puis en même temps, on a des activités de conseil, parce que finalement, il ne s'agit pas simplement de former des gens à un métier de médiateur à l'emploi, que nous on appelle chargé de mission IOD, mais aussi de penser l'organisation de cette médiation. Il s'agit de mettre en œuvre finalement un changement de paradigme dans le champ du recrutement et de l'accompagnement à l'emploi. Ça suppose simplement aussi de créer un environnement. Et d'ailleurs, un environnement propice à la mise en œuvre de ces nouvelles postures, de ces stratégies d'intervention qui sont aussi des logiques d'influence, qui visent à impulser une autre façon de recruter et qui est moins centrée d'ailleurs, vous l'avez compris, sur la recherche du mouton à 5 pattes, hein, du profil d'un candidat le plus ajusté possible, un peu fictive, à un poste de travail qui serait un peu déréalisé, hein, mais de pouvoir, au contraire, pouvoir faire un accompagnement plus sur mesure, hein, et très largement centré sur la réalité des contextes de travail. Voilà, donc c'est ça l'activité du pôle formation. Alors là, le défi que nous avons avec vous, avec Medicop France, c'est d'adapter à la fois ce que c'est que la médiation à l'emploi IOD aux réalités d'une activité d'agence Medicop France, hein, qui fait de la mise à disposition de salariés intérimaires, et puis à son organisation, hein, ça vient d'être dit, au travers de la restitution de l'immersion. Donc on va devoir faire ce travail aussi de notre côté d'adaptation de nos process, et puis pour accompagner Medicop France dans un changement de paradigme. Alors, les enjeux qui sont au cœur de cette expérimentation, c'est au fond comment accompagner les agences Medicop France, responsables d'agence et chargés de recrutement, à avoir une offre de service plus renforcée sur le plan de l'appui RH auprès des coopérateurs, sur les dimensions qui viennent d'être dites, et puis qui vont passer par trois points de bascule, si vous voulez. Hein, c'est pouvoir avoir un premier contact qui soit plus, qui va permettre de mieux identifier les problématiques, l'activité, les problématiques RH que peuvent rencontrer les coopérateurs, de mieux connaître leur environnement, ses spécificités, hein, et de pouvoir ensuite décrire finalement le besoin à pourvoir par des salariés intérimaires sur son contenu d'activité. Et ça va être déterminant parce que finalement, vous avez un enjeu, c'est l'ouverture du champ des possibles en termes de candidature. Et c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire pouvoir donner à voir à des gens qui ne viennent pas du secteur médico-social des réalités de travail qu'ils méconnaissent. Et s'y projeter, ça suscite des appétences, ça permet de jouer sur des compétences transférables et de fait de répondre à une pénurie croissante de candidats pour vos métiers. Ça, c'est un point très important. L'autre point, c'est de pouvoir continuer à faciliter cette projection et finalement ce réalisme des attentes, hein, dont on sait qu'il est très important en matière de réduction du risque de non-prise de poste, hein, ce qui peut arriver, je crois, ou de rupture rapide, hein, en début de mission. Hein, c'est de favoriser des mises en relation, des rencontres, en fait, finalement, entre candidats intérimaires et coopérateurs, qui permettent de s'accorder, hein, sur le travail à faire, son environnement, ses conditions d'exercice, et d'avoir un premier contact, et ça c'est très important, avec les
l'équipe de travail. Parce que moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la première table ronde, hein, c'est la sensibilité à l'intégration des salariés intérimaires avec les permanents. Hein, et la difficulté qu'il y a parfois pour les permanents d'arriver à faire une place à ces salariés intérimaires et à pouvoir partager finalement les tâches de telle manière à ce que les salariés intérimaires n'aient pas l'impression de faire du sale boulot. Et ça c'est extrêmement important. Et donc de pouvoir ensuite travailler dans le troisième finalement point de bascule dans les pratiques professionnelles des agences Medicoop France, c'est d'anticiper l'arrivée des salariés intérimaires dans les collectifs de travail, dans les établissements, avec un plan d'intégration, ça a été dit, puis avec des points réguliers qui puissent être faits avec le chef de service, enfin l'encadrant, qui vont. L'idée là, c'est de bien faciliter le dialogue entre le salarié intérimaire et l'établissement qui l'accueille, le coopérateur qui l'accueille, et puis d'être très attentif à comment cette intégration se fait dans l'équipe de travail, parce que vous le savez, on a tous vécu d'intégration, de premiers jours de travail dans une entreprise, enfin, dans les établissements qui sont les vôtres aujourd'hui, ou dans les expériences antérieures que vous avez pu vivre. Et ces premiers jours, on apprend plein de choses, mais on a aussi plein de questions. Il y a forcément des décalages entre ce qu'on s'est représenté sur la mission, sur l'environnement, et puis ce qu'on découvre. Ça, c'est normal, c'est le jeu normal. Mais en même temps, si on n'a pas d'espace de dialogue qui permet tout de suite de poser ces questions, d'avoir des réponses et de s'ajuster, eh bien, ça peut conduire, malheureusement, et ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un problème d'inadéquation de compétences, ça peut conduire à des départs, et du coup, c'est du temps perdu. Voilà les enjeux qui sont au cœur de l'expérimentation, de l'accompagnement que nous allons faire de 3 agences Medicoop France, celle de Valence, celle d'Angoulême, celle de Paris, c'est d'ailleurs les mêmes qui ont fait l'objet de l'enquête qui vous a été présentée en première table ronde. Comment nous allons procéder ? On va utiliser finalement notre savoir-faire en termes d'accompagnement à la fois 3 modalités. Une modalité collective. Il va s'agir d'alterner modules temps collectif, d'apport méthodologique et de travaux pratiques. Alors on n'a pas pu réunir l'ensemble des 3 agences, les effectifs de l'ensemble des 3 agences d'un seul coup, parce que Benoît nous a dit que nous allions mettre à l'arrêt les agences, et évidemment, ça allait avoir des conséquences économiques que chacun connaît. Donc on est obligé de scinder finalement les 2 agences en 2 groupes, mais ce n'est pas un souci. L'idée là, c'est vraiment de pouvoir, autour de ces apports, commencer à créer une première communauté de pratique et des premiers changements de posture, des premiers changements de regard, des premières structurations de nouvelles stratégies. Et ensuite, et ce qui finalement fait le cœur de notre accompagnement, c'est moi j'ai 2 formatrices consultantes qui vont accompagner les 3 agences, donc Asia, Mathieu qui va faire binôme avec Asia, pour accompagner individuellement les chargés de recrutement et les responsables d'agence dans ces nouveaux actes métiers. Alors il ne s'agit pas de transformer la totalité des pratiques, on est bien d'accord, hein, il s'agit de pouvoir incorporer les logiques de médiation dans l'activité qui est celle des agences Medicoop. Et ça se fait, cette incorporation, ça se fait parce qu'on va accompagner sur le terrain vos collaborateurs sur comment on fait une première visite une nouvelle fois avec un coopérateur, un futur coopérateur, comment on arrive à analyser un peu les dimensions d'activité, d'organisation, qui sont toutes spécifiques. Il ne s'agit pas d'un établissement médico-social à l'autre, il y a en fonction des activités, des publics, on ne peut pas transposer, on ne peut pas avoir un schéma général. Et donc ce premier contact est absolument déterminant. Faire une première visite qui permettra de saisir ces éléments qui seront importants ensuite pour pouvoir faire une analyse du besoin à pourvoir. Ensuite, c'est comment, une fois qu'on a recueilli ce matériau, à la fois sur la connaissance de l'environnement de l'établissement, de ses métiers, de ses spécificités, faire une analyse détaillée du poste, des missions, des tâches, de son environnement, avec qui il va travailler, etc. Comment on se sert de ce matériau lors d'un premier contact avec un candidat intérimaire pour lui donner à voir les réalités de ce poste de travail. Et c'est comme ça, et là l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des candidats que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Alors ce ne seront pas forcément des candidats qui seront toujours très éloignés de l'emploi,
mais en tout cas qui viendront de secteurs d'activité. On a parlé de paysagistes tout à l'heure, ça peut être de la restauration, ça peut être du bâtiment. Tous ceux qui finalement pourraient travailler dans vos établissements, qui pourraient faire peut-être d'excellents salariés intérimaires, peut-être demain des gens permanents, et qui ont des compétences qu'ils ont acquises, des savoir-faire, des connaissances qu'ils ont acquises dans des environnements différents, qui pourront mettre à profit auprès des établissements. Ça, c'est le deuxième point. Comment on accueille ces candidats intérimaires, on leur donne à voir des métiers, et puis ensuite on les met en relation, de telle manière à ce que ça vienne conforter finalement, in situ, cette première vision, et que du coup, ils puissent dire oui, ça m'intéresse. Alors là, il faudra qu'on adapte un peu nos process. Ce n'est pas forcément au moment où il y a une mission que les choses vont se décider. On organisera des visites. L'idée, c'est ça, c'est d'organiser des visites qui permettent à des candidats intérimaires pour des missions futures de mieux appréhender ces réalités. Et puis, cet accompagnement in situ, il visera aussi à accompagner les chargés de recrutement, les responsables d'agence dans la relation avec vous, coopérateurs, la construction de plans d'intégration et la mise en place de choses toutes simples, toutes bêtes. C'est-à-dire comment on mène des entretiens réguliers avec le nouveau salarié intérimaire qui débute. Et là, il ne s'agit pas simplement de s'interroger sur est-ce qu'il fait bien son boulot, est-ce qu'il a bien compris ce qu'on lui a dit, est-ce qu'il respecte bien les consignes, etc. Mais aussi, et ce sera un enjeu pour renforcer pour les agences Medicop France, c'est aussi de questionner les pratiques d'accueil, d'intégration de vous, coopérateurs. De comment vous allez pouvoir finalement, au-delà peut-être de la première journée d'accueil qui peut être pensée, organiser les premières heures, les premiers jours, tout dépend de la durée de la mission, et mobiliser des ressources internes, impliquer l'équipe de travail, parce que finalement l'intégration c'est un jeu à deux, c'est celui qui rentre, mais c'est aussi l'équipe accueillante qui est impliquée. Ça modifie forcément les choses des deux côtés. Et puis, il y a quelqu'un qui pilote, c'est le chef de service, ou en tout cas, c'est son encadrant. Et vraiment, il y a ce travail, donc ça sera un accompagnement de ce travail-là et de la structuration de ces pratiques-là. Voilà. Et après, il y aura une alternance avec des retours réflexifs en collectif, sous la forme encore de modules, un approfondissement dans d'autres séquences d'accompagnement individuel sur site, et puis un temps où on va ramasser tout ce qui aura été construit, structuré en termes de pratiques et d'outils, pour que finalement les agences Medicop France disposent d'un document méthodologique, d'un livret qui servira à diffuser, servira de référence et à diffuser ces nouvelles pratiques de médiation. Voilà, j'étais un peu plus long sûrement que prévu. Oui, parce que je sens Pascal Bertocchi impatient de témoigner et de réagir. Comme d'habitude, voilà. Et donc, pour dire la temporalité, on va démarrer cette expérimentation fin août et elle se terminera normalement mi-février. Merci beaucoup Jean-Emmanuel Mercier. Donc du coup, pardon ? Plaisir. Oui. Et donc, du coup, Pascal Bertocchi, effectivement, il vous appartient un peu en tant que coopérateur. Vous nous avez un peu déjà apporté quelques témoignages sur votre organisation. Et comment réagissez-vous à cette présentation de la méthode IOD ? Est-ce que justement, ça vous inspire ? Quels sont les questionnements que ça vous suscite ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, oui, un micro, c'est mieux. Juste, vous êtes sur quel territoire vous-même, votre association ? Alors moi, je suis sur le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est l'Auvergne, il faut bien le savoir. Il n'y a qu'une seule Auvergne, c'est le Puy-de-Dôme. Et c'est encore mieux quand on habite au pied du Puy-de-Dôme. Pour ma part, je ne suis pas du tout auvergnat, je suis toléré. Et l'Allier ne fait pas partie de l'Auvergne, alors que j'y habite et que j'y ai travaillé. On m'a bien fait comprendre que c'était là-bas. Non, mais c'est intéressant de connaître aussi un petit peu la géopolitique ou la caractéristique d'un territoire. D'accord. Parce que l'Allier, c'est l'Auvergne. Et l'Auvergne, c'est des tribus. C'est quelque chose où il n'y a pas d'union sacrée, sauf quand on se rassemble au pied du Puy-de-Dôme. Donc il y a des choses qui sont très très différentes. Et vous nous disiez, vous avez eu l'expérience de rapprocher deux associations. Donc on a fait effectivement une fusion. Donc une fusion recréation, c'est-à-dire que les deux associations souhaitaient disparaître
pour mettre l'ensemble de leur patrimoine au service d'une nouvelle association, ce qui est assez rare. C'est souvent des fusions-absorptions. Là, c'est une fusion-création. Et donc, il y a eu un processus qu'on a appelé du nom de l'association, un processus d'altérisation. Par contre, il y avait un point commun, même s'il y en a une qui était meilleure que l'autre, bien entendu, vous devez le comprendre, c'était bien sûr l'autre. Il y avait un point commun, c'est l'impensé du recrutement. Et quand j'entends le témoignage, et plus que le témoignage, la méthode qui a été mise en place, le travail, j'ai noté, moi, rapidement, nos fragilités de recrutement. Le premier point, c'est le manque d'anticipation et d'organisation du remplacement. Et là, je vois la directrice d'agence qui dit « Oui, c'est vrai, mais je ne le dirai pas, mais en fin de compte, c'est vrai. » Voilà, n'est-ce pas, Manon ? Voilà. Oui, parce que même si on sait qu'ils vont partir en congé, parce que ces gueux osent prendre leur congé, il y a quand même une difficulté de se projeter, même pour le responsable de service, sur « il va partir, qui vais-je avoir ?» Oh, mais moi, au mois de mai, j'ai 40 dossiers, sauf que ces gueux d'intérimaires, ils ne bossent plus en juillet et en août, parce qu'ils ont envie de prendre leur congé avec leur famille, etc., etc. Puis dans un département comme le Puy-de-Dôme, le mois d'août est un mois très creux, parce que c'est comme une entreprise qu'on connaît vaguement, un petit manufacturier de caoutchouc, qui arrête ses fours et qui arrête tout. Donc on prend ses congés au mois d'août, parce que Michelin ferme. Donc c'est compliqué. Alors il y a un manque d'anticipation. Alors je ne parle pas de samedi, 18h, le surveillant de nuit qui téléphone pour dire « je suis malade ». Okay, je parle de tout type de remplacement, y compris des remplacements pérennes. On ne se projette pas. On n'a pas suffisamment de GEPP dans nos têtes pour dire « mais bon, cette personne part dans 6 mois, donc qu'est-ce que je pense là-dessus ?» Donc ça veut dire qu'on est aussi coincé dans la classique difficulté de sortir de nos habitudes. J'en veux pour preuve que dans les expériences que l'on a faites, dans les tentatives de sortir de ces habitudes, on a fait participer les salariés de terrain à l'élaboration des annonces de recrutement dans un centre hospitalier. Ils ont fait un truc qui était épatant. Donc on l'a envoyé à Pôle emploi, parce qu'on est tenu aussi sur notre territoire de passer par Pôle emploi. Alors Pôle emploi, comment vous dire ? C'est France Travail, donc on peut dire. Non. Ah bon, c'était Pôle emploi à l'époque. C'était pas encore. C'était Pôle emploi. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si on aura le temps, mais la question de... Je vais y venir parce qu'on est en train d'avoir une autre expérience. En tous les cas, Pôle emploi, on a vu une annonce sortir. Non, rien. En dehors de la grille, du salaire, du lieu, le reste, rien. Donc les aides-soignantes ont fait un truc super sympa qui valorisait l'établissement, le climat social, le travail d'équipe. Enfin, bref, elles recrutaient leurs collègues. Et, genre, moi, j'avais aucun a priori. Oui, mais j'ai vu que quand c'est passé au service RH, elles avaient déjà les personnels dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas envoyer ça. Donc eux-mêmes ont déjà trafiqué l'annonce parce qu'elles savaient que Pôle emploi allait refuser, puis Pôle emploi elle l'a refusé. Donc pour tout le monde sortir de ses habitudes c'est compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai vu encore de nos fragilités ? Alors on a un processus d'intégration on ne peut plus basique au mieux. Alors on a un livret d'accueil. OK, mais bien entendu, on le livre pas 10 jours avant, puisqu'on n'a pas anticipé. Il y a juste 32 pages à lire, et dès la première heure, on demande aux salariés d'être strictement efficaces comme la personne qui remplace. Et le gueux, parce qu'il ne le fait pas. Il fait ce qu'il peut. Bon, ouais, mais il est diplômé, nous disent les syndicats, donc l'honneur est sauf. Donc, ouais, mais lui, il n'était pas diplômé. La question, c'est est-ce qu'il a rendu le service qu'on attendait de lui, dont le premier, quand on s'occupe des enfants, c'est d'assurer leur sécurité. Ah, monsieur le directeur général, ce n'est pas la question, il n'était pas diplômé. Si, c'est ma question. Est-ce qu'il a mis l'enfant en danger ? Parce que déjà, si le premier jour, il ne l'a pas mis en danger, bah, ça laisse le temps de respirer. La question n'est pas là. Une autre chose aussi, c'est que, moi je l'ai fait aussi, et maintenant je fais très attention, c'est la propension qu'ont les cadres à recruter un autre soi-même, un autre moi-même. Et il faut reconnaître que nos cadres, jusqu'aux directions, sont des gens très méritants. Ils ont commencé très souvent sur le terrain par une expérience d'animation,
Puis, ils sont devenus éducateurs spécialisés à la force du poignet. Ils ont une vraie expérience de richesse de terrain. Ils avaient de l'initiative, ils coordonnaient. Donc, ils ont été promus chefs de service. Hein. Tout le monde a ce parcours-là en tête. C'est vachement classique. Et puis, le plus méritant des méritants, il devient directeur. Et même, il peut se commettre à devenir directeur général. Mais, comme une de mes collègues, c'est quand même pas la meilleure des places. Sauf pour le salaire, paraît-il. Mais moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Si ça peut être envoyé à mes employeurs. Hein. Bref. Cette propension à recruter un autre soi-même, on a plutôt des cadres bien bâtis, intelligents, expérimentés, mais tout le monde ne deviendra pas cadre, et eux, ils ont une représentation de l'engagement et de la technicité qu'ils ont développée, qui n'est pas celle d'une partie de nos salariés, qui pour autant vont rendre un service fort, parce que ce que moi j'ai noté, ça fait plus de 40 ans que je circule entre le milieu normal de l'entreprise, des choses comme ça, avec le milieu de l'éducation spécialisée, hein, beaucoup plus ésotérique. Ce que je constate, c'est qu'il y a réellement dans nos établissements une population beaucoup plus complexe à gérer, à accompagner. On en avait des gens incasables, borderline, il faut me mettre tous les noms. Le plus élégant étant les patates chaudes, hein, qu'on employait il y a une 40aine d'années. Maintenant, ce sont des cas complexes, mais c'est toujours des patates chaudes, hein, parce que quand vous les prenez, ça brûle. Eh bien, il y en avait, mais il faut reconnaître que contrairement à ce qu'on dit, l'éducation nationale a bien fait son boulot, que les services à domicile se développent et sont plutôt efficaces, malgré ce qu'on peut critiquer. Aujourd'hui, dans nos établissements, enfin rentrent les personnes les plus en difficulté. Ce qui fait que la technicité habituelle développée dans les IRTS est loin de la réalité de terrain, ces fameuses réalités de terrain où les gamins sont tous une équation à 12 inconnus et en plus c'est des systèmes très complexes à faire vivre nos établissements en rapport avec ces gamins-là. Donc les professionnels qui viennent du jour au lendemain, que l'on colle, parce que c'est quand même souvent ça, hein, l'enseignement spécialisé, les lycées professionnels, c'est pas pour ceux qui ont l'agrègue. C'est pas pour ceux qui ont le plus de connaissances et normalement le plus de pédagogie. Non, non. C'est CDD, remplacement pour un congé mater, ayez au moins une licence. De quoi? Une licence. Voilà. Et on vous prend comme enseignant en lycée pro, alors que c'est les gamins les plus complexes qui ont besoin des enseignants les plus compétents. Enseigner à Henri IV, bon, j'ai jamais fait. Hein. Mais enfin, quand même. Moi, j'avais un collègue qui était prof en maths spé et qui m'expliquait que c'était mieux avant. Je dis, ah bon, avant, il y avait qu'Einstein. Il y avait que des Einstein dans tes promos. Enfin, non, eh bien, les personnes que l'on reçoit, même les adultes, même dans les EHPAD, la relation sociale est beaucoup plus complexe. Et donc, on a besoin, effectivement, de faire toucher du doigt cette réalité, et ça prend du temps. Et on n'a pas ce temps, puisqu'on remplace l'éduc. Alors, s'il est parti en congé, bon, le lundi pour le jeudi, c'est déjà bien comme délai qu'on vous donne, hein, même du jeudi au jeudi. Mais le plus souvent, c'est « Oh, merde, je l'ai oublié ». Et donc, quel processus d'intégration? On n'intègre pas quand du jour au lendemain, là, on a besoin d'immédiatement quelqu'un d'opérant. Donc, on s'illusionne. Donc là-dessus, on n'est pas très bon. Qu'est-ce que j'avais noté aussi sur nos fragilités? C'est passionnant. Mais la méthode qui est présentée vient nous expliquer le temps qu'il faut, les étapes qu'il faut. Et alors, par rapport à ça, est-ce que c'est justement par rapport à ces impératifs que vous avez, est-ce que c'est une solution vraiment qui vous paraît la bonne chez vous, ou est-ce que justement il y a quand même de toute façon des paramètres incontournables qui sont difficiles à gérer, voire même impossibles à gérer? Non, la variable temps, elle est quand même réelle, quoi. On arrive au bout d'un type d'organisation qui répondait à un besoin massif. Moi, je connais aussi très bien l'éducation nationale, c'est la même chose. J'entends l'enseignant qui dit, moi, 2 autistes dans ma classe, c'est 2 de trop ou 1 de trop. Enfin, au mieux, c'est 1 de trop. Au pire, c'est 2 de trop. Parce qu'effectivement, appréhender la nouveauté et la complexité, quand on a été formé et qu'on est engagé dans un enseignement de 20 à 30 élèves, ça n'est pas la même chose que d'en mettre un 21e ou un 31e qui est porteur de besoins particuliers d'éducation. Quand on n'a pas du tout ces compétences-là, ça fait peur. Et il faut aussi quelques bases. Eh bien, chez nous, c'est la même chose. On est en train d'arriver dans un nouveau paradigme de l'éducation spéciale, de l'accompagnement spécial. Et nous n'avons pas, dans nos écoles d'éducateurs,
préparer ces gens-là, et c'est à nous de les préparer, alors qu'on leur demande d'être immédiatement des Le opérationnels. paradigme dont parle Jean-Emmanuel Mercier, ça Voilà. vous parle. Monsieur Complètement. Fauchia. Juste une remarque, c'est que l'imprévu, ça se prévoit. Quand je dis l'imprévu, ça se prévoit, on sait dans de nombreux établissements que le turnover est récurrent. Alors, il faut aller fouiller peut-être dans d'autres secteurs, du côté notamment, je pense à une expérience qui est menée dans une boîte de renom, Airbus, et du côté de l'aéronautique, où à l'initiative des services de production, justement, et pas des RH comme par hasard, on a nommé Airbus est fortement consommateur d'intérim, et l'intérim chez Airbus, c'est la véritable variable d'ajustement. On peut passer de volumétrie intérimaire d'un jour à l'autre. Il y a des variations considérables. Voilà, en permanence. Ce qu'Airbus a fait, il a été chercher du côté de la production, du côté des compagnons, de ceux qui connaissent bien le travail. Il a formé des référents intégration, donc des permanents qui sont là, qui sont sensibilisés à cette question et dont c'est le rôle, et donc l'imprévu est prévu. Voilà, c'est juste. Merci une de remarque. cette contribution. Monsieur Bertocchi, vous vouliez un petit dernier mot avant qu'on conclue avec Laurent Duclos? Le rassurant dans Transfert, c'est que c'est une association. Vous savez, comme on est méfiant avec tous ces gens qui nous proposent des solutions clés en main. Cher en général, un intervenant l'a dit, où on vous vend un logiciel, c'est Mathieu, où on vous vend un logiciel, où on nous présente une méthode et il y a des choses à faire. On pense qu'on est en train de gagner du temps et finalement on est en train de le perdre, à reculer l'inévitable. En fin de compte, on doit accepter que notre population est complexe et qu'on doit changer beaucoup de choses chez nous. Et ça, c'est une approche. Parce que ce qu'on parle pour l'intérim, mais moi, je prends le même, et je ne mets pas intérim, je mets emploi pérenne, j'ai la même chose. Comme mon collègue d'OVE, oui, on a le primat du CDI, parce qu'on pense qu'il faut un accompagnement dans la durée. Très bien. De toute façon, le problème du remplacement, ce n'est pas le problème de l'intérim. L'intérim a été une solution. Le remplacement, il existe de partout. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de donner 1 million de budget de remplacement quand on sert les budgets de partout. L'éducation nationale ont des remplaçants permanents. Dès que les congés mater sont arrivés en septembre-octobre, il n'y a plus de remplaçants permanents et on recrute en CDD. Oui, ça a un vrai coût. Le coût le plus important, c'est celui de la non-qualité qu'on va finir par produire. Et on en est quand même à des moments pas si loin que ça. Donc moi, j'ai pris beaucoup de notes parce que j'étais très intéressé par cette approche non lucrative. Super. Merci beaucoup, Monsieur Bertocchi. Donc, du coup, Laurent Duclos, je l'ai dit, vous êtes économiste, sociologue, vous avez une expertise de plusieurs années sur les parcours d'accès à l'emploi. Et du coup, il vous appartient en tant que grand témoin de nous dire prendre un peu de hauteur et d'avoir une mise en perspective sur ce que vous avez entendu sur nos 2 tables rondes. Voilà. Merci, Laurent. Merci, merci de m'accueillir, je dirais de rechef parmi vous, parce que j'étais présent à une précédente manifestation où on s'est interrogé sur l'essor des nouvelles formes d'emploi. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu. Je commencerai par Benoît, comme Benoît l'a fait tout à l'heure, par évoquer les difficultés de recrutement. Alors il se trouve que comme c'était au cœur de l'actualité cette dernière année, l'État a diligenté un ensemble d'études sur la question, qui ont été publiés par France Stratégie, d'une part, et aussi par la direction d'animation de la recherche et des études statistiques du ministère du Travail, mon employeur régulier. Et avec la conséquente question, d'où viennent les difficultés de recrutement ? Alors, la réponse très instruite n'est pas du tout conforme à ce qu'on lit dans la presse. Les difficultés de recrutement ne sont pas dues à un certain nombre de caractéristiques apparentes des entreprises, le fait qu'elles soient sur des métiers qui ont une mauvaise image, le fait qu'elles soient dans des zones un peu désertiques, le fait qu'elles soient petites et maladroites, enfin, que sais-je, non. Les difficultés de recrutement, en fait, leur source principale. Alors voilà, ces caractéristiques apparentes, et par exemple l'image des métiers, nous dit France Stratégie, bon, c'est en termes techniques, n'explique que 10 à 15% de la variance moyenne expliquée sur les difficultés ressenties. Ça veut dire que plus de 80% est expliqué par autre chose. Mais quoi ? Eh bien, en fait, la réponse, c'est l'organisation même de l'entreprise.
C'est-à-dire vous pouvez être une entreprise qui est dans la diagonale du vide, qui est sur des métiers qui ont une mauvaise image, etc., et n'avoir aucune difficulté de recrutement, précisément parce que vous avez, alors peut-être pas anticipé, peut-être qu'il y a une différence à faire entre la question de l'anticipation et la question de la précaution. L'anticipation, c'est l'anticipation du futur, la précaution, c'est la préparation de tout ce qui peut arriver. Ce n'est pas tout à fait le même mobile. On se retrouve là avec une capacité de réagir à l'urgence dans la précaution qu'on ne gagne jamais parce que l'anticipation, finalement, on n'a jamais le temps d'anticiper. Et donc, un problème d'organisation de l'entreprise, et notamment, mais pas que, un problème de l'organisation RH. L'autre chose que l'on sait, alors la DARES, pour elle-même, a fait aussi une autre enquête. J'espère que ça va vous faire rire. Donc, elle a demandé aux entreprises qui se plaignent d'avoir des difficultés de recrutement si elles faisaient des efforts de recrutement. Et alors, la réponse, c'est comment ça, des efforts de recrutement? Mais je recrute, quoi, en fait. Donc, voilà, ce n'est pas le sujet. Donc, ce qu'on a conclu, c'est que, oui, les difficultés de recrutement sont un problème d'organisation interne, mais d'abord, un problème aussi d'efforts de recrutement et donc d'investissement en termes de régularité dans la capacité à mettre en œuvre cette fonction. Première chose qui nous intéresse. Deuxième chose qui nous intéresse, alors là, c'est une espèce de, je dirais, de constat d'à peu près toutes les disciplines en sciences sociales, la clinique de l'activité, l'ergonomie, etc. C'est qu'est-ce qui détermine les conditions de travail? C'est l'organisation du travail qui détermine les conditions de travail. Donc, plus j'améliore mon organisation du travail, plus j'améliore mes conditions de travail. Voilà, relation de cause à effet à peu près mécanique. Plus je fais un travail d'organisation sur ma capacité à prendre en charge un recrutement, plus je deviens un meilleur recruteur. Et ce qu'on sait aussi, c'est que moins j'ai recruté dans l'année, ou moins je me suis préoccupé de cette question, moins j'ai pensé à développer une compétence en la matière, et donc mes échecs au recrutement sont importants. Ça aussi, c'est tout à fait régulier comme résultat. Et quand, avec une entreprise, on essaye de visualiser ce que ça a pu lui coûter un échec au recrutement, souvent, elle dit « Ah non, vous croyez? Oui, oui, si, le manque à gagner, le manque à produire, le temps dépensé pour rien, etc. » Olivier en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça, je dirais, c'est un premier élément de décor. D'où la conséquente question. Alors, est-ce que vous avez fait des efforts de recrutement? Non, je recrute. Alors, pourquoi, à un moment donné, investir dans la médiation? Eh bien, on investit dans la médiation parce qu'on ne va pas trouver les éléments qui nous permettent, sur le marché du travail, de n'être que des intermédiaires. Alors, les organismes du service public de l'emploi, à titre principal, sont des intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils se préoccupent de rapprocher des choses qui sont déterminées à part eux. Voilà. Donc, Laurent, juste, voilà, on a le débat. On a d'un côté les méthodes classiques, l'intermédiation, dont parle Laurent à l'instant, et maintenant, le mieux, c'est la médiation. Et par différence, la médiation. Donc l'intermédiaire, lui, il construit rien de particulier, rien d'autre que de rapprocher une demande d'emploi qui s'est formée toute seule dans un coin, et puis une offre d'emploi, lorsqu'elle a pu se former, qui s'est formée dans un autre coin. Dans vos écrits, vous parlez aussi de processus de codage. L'intermédiation repose, somme toute, sur un codage. Oui, parce que pour rapprocher des choses, il faut un langage commun. Et donc le codage, il peut gâcher un peu les choses. Hein, c'est-à-dire que si vous exigez... alors c'est une chercheure qui avait mis en place une enquête qui s'appelle l'enquête Hofer, qui est une enquête du ministère qui disait plusieurs choses. Qui disait il existe aussi des entreprises éloignées du marché du travail, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire, quoi, grosso modo. Elles ont des besoins de main-d'œuvre et elles demandent du travail, mais elles ne savent pas traduire cette demande de travail en offre d'emploi proprement constituée. D'où l'idée d'ailleurs de les aider à le faire. Et ça, c'est un argument pour développer la médiation. Et alors, elle ne disait pas que ça, Emmanuelle Marchal. Elle affichait dans un livre qu'elle a écrit sur les embarras des recruteurs, mis face à face, une annonce d'emploi en France et puis en Angleterre. Et donc en France, c'est vous avez Bac plus temps, nous sommes leader mondial sur le marché de bidule, rejoignez-nous. En Angleterre, c'est voilà le travail qu'il y a à faire, voilà comment c'est payé. Donc, les éléments de codage sont des éléments qui sont aussi complètement culturalisés
C'est-à-dire qu'on a inscrit dans la machine et dans nos systèmes d'information et dans nos pratiques professionnelles d'intermédiaires du marché du travail, le sentiment qu'on a, je dirais, sur cet objet particulier, le marché du travail, la façon dont il fonctionne. Par différence, la médiation, elle part, je dirais, au milieu. Elle n'investit pas les pôles d'une relation comme ça, elle part dans le rien, elle investit la relation. Oui, je parlais de l'Angleterre, là, c'est la petite différence subtile qu'il y a dans la langue anglaise entre between et in between. Donc le between, c'est quelque chose entre deux choses qui ont été identifiées. Mais quand on construit une phrase en anglais, quand on dit in between, c'est bien le fait qu'on va matérialiser l'espace qui est au milieu sans savoir ce qu'il y a dans le pôle de cet espace. Et la médiation, grosso modo, son job, c'est construire les objets dont l'intermédiaire suppose déjà l'existence. Le médiateur de l'emploi, le médiateur du recrutement, le médiateur des conditions de l'emploi et des conditions de travail, sait très bien que la demande d'emploi, soit la demande de statut de celui qui veut travailler, se traduit pas en une offre de travail que je pourrais comme ça qualifier véritablement. Il sait très bien par ailleurs que la demande de travail de l'entreprise cliente, peut pas se traduire en une offre d'emploi vraiment, je dirais, convenable peut-être aussi. Et que le médiateur, sa tâche, son job, c'est de pouvoir produire ce dont l'intermédiaire suppose l'existence au départ. Vous voyez l'utilité de cette fonction. Dans les documents que vous m'aviez envoyés, justement, ça illustre ça. L'intermédiation, donc la méthode classique, donc sont secondes par rapport à la détermination des critères de l'offre et du curriculum. Donc on s'attache d'abord à définir des critères, alors que dans la médiation, ça s'entend d'une intervention qui est première et en fait, justement, et après, on aboutit en effet à la définition de quelque chose, mais il y a tout cet échange de médiation, voilà, pour compléter ce que vous disiez. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans les interventions depuis le début de l'après-midi, c'est l'idée qu'on aille plus loin. Bon, alors on voit bien, on a des difficultés de recrutement, nos clients ont peut-être des problèmes parce qu'ils ont autre chose à penser tout simplement avec la main-d'œuvre. Et puis, voilà, on est dans l'urgence qui est l'une des contraintes que nous avons collectivement à gérer. Alors, il y a plein de contraintes à gérer. Il y a la contrainte de l'urgence, il y a la contrainte de l'alimentation des métiers, il y a la contrainte liée à la demande de conciliation et de sécurité de la part des salariés, il y a la contrainte tout simplement de divers types de besoins en main-d'œuvre qui motivent d'ailleurs la demande des entreprises. Je dirais c'est la contrainte de chacun. Alors on pourrait faire le même jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je rapproche les contraintes de chacun ? Je me retrouve avec une somme de contraintes empilées, quoi. Je ne peux rien faire, c'est-à-dire qu'on est complètement corseté. Et là encore, la médiation, elle ajoute quelque chose, c'est-à-dire que si elle est bien faite, elle a la capacité à transformer toutes ces contraintes en l'énoncé par chacun des conditions. C'est pas pareil. C'est-à-dire la contrainte, vous devez vous ajuster, c'est comme ça et pas autrement. La condition, on la pose, on la discute, on la négocie. Et donc une médiation réussie fait non seulement exister les pôles d'une relation, mais permet de poser les conditions que doit satisfaire une proposition pour que précisément ça marche. Et là, qu'est-ce que ça peut nous inspirer si on se préoccupe non plus simplement... Alors, je vais prendre des termes marketing, mais que je vais adapter à la fonction RH, parce que là, on est dans l'intérim, et le produit qu'on vend, c'est ça, quoi, de la mise à disposition. On va dire, c'est la question des relations B2B. Donc, au départ, peut-être que la relation de médiation va permettre de régler un problème B2B. OK. Là où c'est intéressant, c'est qu'on se préoccupe aussi du sourcing de l'alimentation des métiers aussi. Et donc, il faut allonger la chaîne. Il faut boucler la boucle de la valeur servicielle. Je rends un service, mais alors c'est B2B2E, c'est-à-dire je m'adresse aussi aux employés. Ah oui, mais je suis dans le sanitaire et social, merde, j'avais oublié. Donc c'est B2B2E to you, user. C'est-à-dire que je me préoccupe de ce que celui à qui je rends un service, qui va accepter les conditions d'emploi, produise un service de qualité. C'est breveté, ça, Laurent ? Le B2B2E. Non, je viens de vous le faire, là. Et alors, il y a une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury, qui partage le patronyme de votre présidente, Mediacoop, qui dit, dans le cadre du service, quelles preuves je dois administrer. Quand j'évalue ça, elle dit, c'est en transformant quelque chose en évaluation qu'on appelle la preuve de concept quand on teste des choses, et c'est le proof of care, donc la preuve du soin. Il faut que je fasse la preuve du soin.
Et donc, B2B, on voit bien la médiation, ce que ça peut servir, mais si c'est bien fait, on sert l'intérêt des employés, c'est-à-dire qu'on accompagne proprement son expérience, parce qu'en investissant la relation, on a travaillé le terrain ou le terreau de la relation et de la relation d'emploi, qui est une relation à plusieurs, elle est triangulaire. Et puis, dans cette occasion-là, eh bien, je dirais, je me donne l'occasion aussi de choper un matériau qui va me permettre de négocier avec les communautés de travail, les permanents déjà constitués, la question de la qualité du service que je rends et de cette articulation. Alors on voit bien, déjà je suis coopératif, j'ai des coopérateurs, etc. Et donc entre organisation et marché, j'ai des bouts d'organisation qui sont déjà dedans, solidaires, on est dans l'ESS, on voit bien ça. Alors bon, l'ESS, la qualité de l'emploi dans l'ESS, c'était en 2010, un laboratoire de l'université d'Aix avait fait, à la demande de la région, une étude sur la qualité de l'emploi dans l'ESS. Bon, les résultats étaient mauvais, hein. Bon. Quand même, il faut le rappeler. La médiation, elle intervient, c'est-à-dire que les bénéficiaires finaux, c'est bien les employés, mais si les bénéficiaires finaux sont les salariés intérimaires, la cible première, les bénéficiaires intermédiaires, ce sont les coopérateurs, a fortiori lorsqu'ils ont des problèmes de continuité de service et des difficultés de recrutement. Donc on voit B2B2E, to user, les usages, et l'idée c'est de dire comment on va viser les employés mis à disposition, pas en les visant directement, c'est ça l'astuce, mais en les visant par l'intermédiaire de la structure qui va les consommer, si je puis dire. C'est pas très gentil comme truc. Et là-dedans, je vois que l'intérêt de ce chantier et de cette expérimentation que Medicop lance, c'est de pouvoir accompagner l'expérience de tout le monde en se saisissant de cette matière de mise à disposition qui a, mauvaise image, quoi, hein, pas un très fort crédit. Alors, je vais terminer là-dessus. In fine, ce que ça m'inspire, et là je retrouve des choses, moi, que je connais au sein du ministère qui me préoccupent à travers les nouvelles formes d'emploi. Donc on nous demande, et la ministre aujourd'hui, ou ses prédécesseurs nous demandent souvent, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas mettre le développement des nouvelles formes d'emploi, alors des trucs, les plateformes, alors il y en a qu'on aime bien, les groupements d'employeurs, on adore, il y en a qu'on aime moins, les sociétés de portage. L'intérim, alors l'intérim, bon, finalement on aime bien l'intérim, parce qu'on les a rebaptisés les agences d'emploi, les agences intérimaires. Ça veut dire qu'on a bien compris leur contribution à quelque chose d'intéressant pour la politique de l'emploi. Ah, on ne pourrait pas s'appuyer là-dessus, c'est-à-dire sur des statuts qui sont un peu merdiques, quoi, pour faire du mieux. Alors, la réponse que nous, on apporte, les services de la DGEFP, c'est de dire, bon, on ne fétichise pas, en fait, ces statuts. Des groupements d'employeurs, nous, on les aime a priori, mais il y en a qui fonctionnent de façon complètement délicate et qui produisent vraiment des choses pas intéressantes. Donc, ce n'est pas le groupement employeur qui nous intéresse, ou la société de portage qui ne nous intéresserait pas, ou la plateforme qui ne nous intéresserait pas. Je rappelle que les plateformes, aujourd'hui, dans la dernière enquête européenne, il y a, en France, hein, plus d'1,5 million de travailleurs qui dépendent d'une plateforme aujourd'hui pour leur travail. Alors là-dedans, il y a du Doctolib. Hein, donc, ce n'est pas que des travailleurs précaires, toujours. Mais quand même, c'est quand même très impressionnant. Alors que pour les groupements d'employeurs, on n'a jamais décollé au-dessus des 30 000, pareil pour les sociétés de portage. Hein, voilà. Donc on avait mis beaucoup d'espoir dans cette forme triangulaire, etc. La réflexion qui est la nôtre aujourd'hui, mais qu'on a inscrit dans la législation pour deux types de structures simplement, les coopératives d'activité et d'emploi, voilà, d'une part, et puis un truc là qu'on est en train d'évaluer qui est un peu compliqué, qui sont les entreprises d'insertion par le travail indépendant, une espèce d'hybride un peu bizarre. C'est l'idée de dire le travailleur, quand il s'adresse à ce type de structure, y compris structure intermédiaire, intérimaire, il est dans une dépendance technique. Okay. Alors, donc on n'a pas de discours sur la subordination, tout ça. Bon, on est au courant, ça peut mal se passer, tout ça. Mais il y a d'abord une dépendance technique. C'est-à-dire ses conditions d'emploi et ses conditions de travail dépendent d'un tiers. Voilà. Alors, comment on pourrait écrire ça? On pourrait dire, par exemple, s'il y a dépendance technique, alors il y a obligation d'accompagnement. C'est écrit pour le ITI, donc les entreprises intérimaires, les entreprises d'insertion par le travail indépendant. C'est écrit pour la CAE. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à quelque chose comme ça? Et c'est peut-être d'ailleurs un projet de novation porté par un acteur, on n'a pas besoin de la loi pour ça, mais qui se dirait pour lui-même, si je boucle la valeur du serviciel B2B to E to U, peut-être qu'à un moment donné, je peux rentrer dans un
un truc comme ça et le faire payer aussi bien, ou le rendre visible en tout cas. C'est-à-dire quand on a les mots ou quand on a les concepts, on a la cible d'une action et peut-être la cible d'une négociation aussi avec ses partenaires et dire, bah voilà, moi je vous accompagne, vous, structure utilisatrice, mais j'accompagne aussi les gens précisément pour que chacun puisse boucler la boucle. Vous, entreprise utilisatrice, c'est user qui vous intéresse, mais nous, ce qui nous intéresse aussi pour alimenter les métiers et pour conserver un peu, je dirais, notre potentiel, c'est les employés, leur fabriquer des parcours et des trajectoires qui soient intéressantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Ben, écoutez, on peut applaudir tous nos intervenants. Et Laurent Duclos qui nous a conclu brillamment cet après-midi. Mathieu, on a le temps pour une question ou pas? OK. Donc, si quelqu'un veut apporter un témoignage ou poser une question à l'un de nos intervenants, super. Alors, hop, je vous passe le micro. Et bien sûr, à chaque fois, petite présentation très rapide de qui vous êtes. Bonsoir, je suis Stéphane Laurenceau, je suis le directeur. Oui, c'est moi. Ben voilà, c'est ça, parce que Ah ben, merci. Il est là. Il est là. Donc, je suis le directeur d'une plateforme donc, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, pour l'association Les Espaces d'Avenir. Donc, nous gérons centre mère-enfant, père-enfant, structure pour des bailleurs sociaux, on porte des baux glissants. Et nous travaillons beaucoup avec C2DI 93, qui est à Aulnay-sous-Bois depuis 22 ans maintenant. Et rapprochez peut-être un tout petit pardon. peu. Et effectivement, on a eu affaire avec C2DI à l'embauche de 6 personnes dans des postes complètement différents. Je précise pour l'Assemblée que C2DI est un organisme Micro, pour l'enregistrement. Voilà, C2DI 93 porte effectivement la méthode iodée avec transfert. Effectivement, on a eu affaire à eux parce qu'on a eu des difficultés de recrutement pour tout ce qui est effectivement agent d'entretien, agent de maintenance, même pour les travailleurs sociaux, mais aussi la comptabilité, la gestion locative. Et on est passé par eux parce qu'on ne trouvait pas notre bonheur avec Pôle emploi ou France Travail. Parce que comme vous le disiez si bien, quand vous mettez une annonce, quand vous mettez agent, quelque chose, vous avez tous les agents possibles qui vont recruter ou qui vont postuler ou pas. Et donc, on ne trouvait pas notre bonheur. Et la force de ces 2DI 93, c'est de venir sur place, de venir passer une journée entière pour savoir... Vous faites quoi? Vous allez demander quoi? Dites-moi tout ce que vous faites. Et ils notent absolument tout pour être au plus près, effectivement, de l'offre d'emploi. Et effectivement, ils vont se tourner vers des bénéficiaires, des personnes qui demandent à travailler. Ce que nous apprécions, c'est qu'il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a pas de CV. Et il n'y a qu'une seule personne qui se présente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence a priori. Et les personnes qui se présentent à nous ont l'offre, je vais dire, complètement détaillée. Et c'est là où c'est la rencontre qui se joue. Ce n'est pas l'embauche. Moi, je cherche quelqu'un, mais je fais 50% du chemin. C'est l'autre personne qui va faire les 50%. Et est-ce qu'elle va se retrouver dans mon discours, dans ce que je vais lui présenter du travail, de la température de la maison, de la galère dans laquelle elle va s'embarquer, parce que la protection de l'enfance dans le 93, c'est une galère, petite parenthèse, et effectivement, cette personne, on va essayer de la toucher, mais elle va essayer de nous toucher aussi, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des personnes, pour la plupart, qui sont éloignées de l'emploi, qui sont nulles, incompétents, incapables, stupides. C'est ce qu'on leur a répété pendant des années. Mais on s'aperçoit que dans leur parcours, par exemple pour la gestionnaire locative, elle sait taper sur un ordinateur, elle sait faire un tableau Excel, elle sait lire et écrire, c'est déjà bien, elle peut rédiger quelque chose. Et si on la formait à la gestion locative? Bêtement, en France, on aurait dit BTS, gestion locative, immobilier, truc machin, c'est ça qu'il me faut. C'est comme le comptable. On a un super comptable qu'on a monté cadre, donc on peut venir de loin. Il a, entre guillemets, j'ai beaucoup d'humour, ne le prenez pas comme ça, il est sénégalais, mais il n'a pas le bon diplôme français, il n'a pas de chance. Donc comme il ne peut pas faire la validation en France, parce qu'il doit prendre le cursus depuis le début, et par ces 2DI, on a pu l'embaucher parce que la comptabilité sénégalaise, elle ressemble à deux doigts à la France. Donc vas-y, on y va, tu as de la compétence.
de l'expérience, tu n'as pas le diplôme français, et ben on y va. Et puis les cadres, et puis on va lui faire valider son diplôme à la française. Comme on a embauché une éducatrice de jeunes enfants, une kindergarten allemande, parce que les EJE en France, bah, ça ne bouscule pas au portillon, et ben c'est passé par C2DI, comme ça. Et ça fait 2 ans qu'elle est en France, on lui dit, vous n'avez pas le diplôme français. Bon, bah, comme on est joueur, on l'apprend. Et on va faire ça avec tout un tas de personnes qui ont des parcours au musée Carnavalet. Bah oui, personne n'en veut, parce qu'il avait un QI à ce moment-là. Bah oui, mais il sait peindre, il sait réparer, il sait transporter des œuvres d'art. Bon, on n'a pas d'œuvres d'art, ça tombe bien. Mais du coup, il a pu intégrer le poste d'agent de maintenance et d'avoir la responsabilité de toute la gestion de l'entretien. C'est vraiment une question de rencontre. Et c'est surtout le suivi qui est assuré par ces C2DI. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir le poste, merci d'être venu, au revoir. C'est tout le suivi qui est avec nous, c'est-à-dire toutes les semaines, pendant 3 mois, ils ne nous lâchent pas. Et l'avantage, c'est qu'ils vont recevoir aussi le candidat qui a postulé, aussi en off, c'est-à-dire qu'ils vont aller manger dehors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le prisme de l'employeur qui est là. Répondez bien, sinon vous allez être lourdé. C'est-à-dire qu'il peut aller dire, ou elle peut aller dire ce qu'elle a envie. Et il y a des choses correctives qui peuvent s'apporter parce que bah, c'est pas vraiment ça, il me demande ça en plus, est-ce que je peux dire non? Est-ce que je peux dire oui? Parce qu'il ne faut surtout pas dire non au patron, il me donne ma chance, j'ai un CDI. C'est vrai que nous, on porte plus le CDI parce que, bah, effectivement, le CDD ou l'intérim, c'est pas bien vu par notre employeur où il va nous dire, bah, vous prenez dans votre enveloppe budgétaire. C'est un peu compliqué. Mais souvent, pour ces personnes, le CDI, c'est pas l'aboutissement, mais c'est un pied à l'étrier, ça les relance, et souvent, ils nous quittent au bout d'1 an ou 2 pour certains, parce qu'ils ont trouvé mieux, entre guillemets, autre part. Et tant mieux. Quand je dis mieux, bah, c'est peut-être plus près de chez eux, c'est peut-être mieux payé, ils ont peut-être plus de responsabilités. Mais si on peut permettre ça, bah, parfois, effectivement, ça permet de renarcissiser les gens, de les regonfler à bloc, et on les remet sur le marché du travail, et on ne les revoit plus dans les dispositifs XY sociaux qu'on connaît. Mais ce suivi est très important. Il est très dense pendant 3 mois. Vrai. Et après, on va dire qu'il y a un service après-vente de 3 mois supplémentaires à la demande. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une petite baisse de régime, qu'il y a des choses à améliorer ou à faire monter en compétences, on peut le signaler à C2DI 93 qui intervient et donc du coup auprès de nous et qui nous donne quelques ficelles pour faire monter justement ces personnes en compétences pour la formation, par exemple. Quelles aides on pourrait avoir pour tel type de personnes. Voilà, c'était surtout ça que je voulais apporter. On est très méthode iodée, on s'en mange depuis 22 ans, mais on n'est pas fermé à d'autres pratiques aussi. Super, ben ça, Monsieur Laurenceau, merci infiniment de ce témoignage. Effectivement, il manquait. Vous avez la méthode, la preuve par A plus B, que ça marche et que ça fonctionne. Sur, bon, ben je retiens 2 points. L'ouverture aux autres profils de candidats, forcément, que vous n'auriez pas eu par des méthodes classiques. Et en effet, ce mot que je retiens de rencontre, voilà, on est au-delà du codage classique de l'intermédiation. On est dans la rencontre et dans l'expérimentation mutuelle. Donc, super. Merci infiniment. Eh bien, c'est finalement à vous qu'il appartient d'avoir conclu cette 2e table ronde. Et ben, maintenant, il nous reste à fêter dignement le 10e anniversaire de Medicop France autour d'un cocktail et d'une soirée festive agrémentée avec un super groupe musical pour lequel je vous invite à rester tout au long de cette soirée. Merci à tous et merci aux intervenants. Merci à tous. On indique qu'il y a des goodies, il y a sur la table, il y a des choses pour vous, il y a des petits cadeaux pour vous.